Bonjour à tous et bienvenue à la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire. Cette année est sous le signe d'une double innovation. D'abord, la première innovation, c'est que cette rencontre est 100% numérique, ce qui a l'avantage de pouvoir élargir finalement le cercle des personnes qui peuvent le regarder en direct. Et je pense notamment à nos amis. La deuxième innovation, c'est de pouvoir prendre vraiment du recul pour pouvoir montrer à quel point le jouet collectif est déjà une réalité extrêmement incarnée sur les territoires. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme thème cette année l'ODD 17 en territoire. Alors qui sommes-nous finalement pour pouvoir assurer une telle développement de ces démarches de co-construction territoriale? Nous sommes un réseau de 350 territoriaux qui représentent une diversité à la fois de territoires mais aussi de profils, puisque certains des catalyseurs territoriaux proviennent du monde bien évidemment, des collectivités territoriales, des acteurs associatifs, des acteurs économiques, des acteurs académiques, et c'est cette diversité finalement des profils qui sort des silos habituels qui fait la caractéristique de ce réseau des pionniers des alliances en territoire. Et puis le deuxième caractéristique, c'est que notre chemin ne commence pas aujourd'hui. Il a débuté dès 2008 où nous avons commencé à identifier cette capacité des acteurs dans leur diversité à construire ensemble des solutions nouvelles pour leur territoire, solutions qu'aucun d'entre eux n'avait déjà identifiées auparavant. Et dans ce cadre-là, en 2014, nous avons décidé, puisqu'il y avait déjà plus d'une centaine de catalyseurs, de créer ce réseau informel des pionniers des alliances en territoire. Et puis, en 2016, ça a été un peu la consécration, puisque lorsque nous avons écouté à travers l'Observatoire des partenariats les élus sur cette dynamique de co-construction territoriale, eh bien 76% des maires à l'époque considéraient que cette démarche de co-construction était en train finalement d'émerger, mais 46% d'entre eux reconnaissaient ne pas savoir encore comment concrètement pouvoir animer cette co-construction territoriale. Donc vous le voyez, un long cheminement et un nombre important finalement de catalyseurs qui peuvent témoigner cette réalité d'une catalyse territoriale, d'un jouet collectif en territoire déjà à l'œuvre. Alors, Élodie Julien, vous êtes secrétaire générale du réseau des pionniers des alliances en territoire. Quel est le programme très gourmand que nous allons avoir aujourd'hui ? Bonjour Charles Benoît, bonjour à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui est évidemment une journée particulière puisque le programme que je vais vous présenter est extrêmement riche et va être passionnant. Donc ce programme, il va comporter 3 temps. Le premier temps, c'est un temps d'inspiration qui est dédié à pourquoi l'ODD 17 en territoire, et je vais vous le présenter un peu plus en détail dans quelques secondes. Le deuxième temps, ça va être un temps de description qui aura pour thème la diversité des ingénieries de co-construction territoriale. Il débutera à 12h avec une première séquence et on aura les témoignages des institutions à la manœuvre. Une deuxième séquence qui sera dédiée au métier de la catalyse territoriale et qui débutera à 12h. Et puis bien sûr, à 13h, on aura quand même une pause déjeuner qui vous permettra de revoir l'exposition sur la diversité des territoires qui a été présentée l'année dernière au même endroit à la Fédération des caisses d'épargne. Et nous recommencerons donc la journée à 14h avec comme séquence la diversité des profils de catalyseurs territoriaux. On terminera ce thème à 14h45 sur l'articulation des échelons territoriaux. Le troisième temps, ça va être un temps de co-construction qui sera dédié au numérique, le numérique au service de l'ODD 17 en territoire. Il va débuter par des ateliers de co-construction à 15h30, dédiés donc au numérique, et une table ronde qui sera dédiée aux perspectives du numérique et qui débutera à 16h45. Et à 17h15, nous aurons la conclusion de cette journée. Donc vous voyez un programme très riche, très gourmand, comme dit Charles Benoît, et qui s'annonce très passionnant. Alors, pour commencer donc, cette journée, le premier thème, c'est pourquoi l'ODD 17 en territoire. Ce premier thème va nous permettre d'avoir 3 séquences. Celle qui arrive dans quelques instants, c'est les alliances et les ODD. Ensuite, à 10h, on aura un focus sur les élus à la manœuvre de la co-construction territoriale. Et on terminera ce thème à 11h avec l'engagement territorial des entreprises. Donc, sans plus attendre, nous pouvons commencer la séquence sur les alliances et les ODD. Et là, de nombreux témoignages
s'annonce et on est ravis de pouvoir avoir la mise en perspective de Gabriel Attal et de Cathy Racon-Bouzon. Cathy Racon-Bouzon qui est députée et qui a été copilote de la mission ministérielle Accélérer les alliances stratégiques entre entreprises, associations et collectivités. Nous aurons aussi la chance d'avoir le point de vue académique de l'économiste Philippe de Sertine du comité 21. Suivra une table ronde avec les regards croisés de la Fonda, la Fondation de France, de Ville au Carré, du groupe Vive. Ce sera animé par le Rameau. Et enfin, on terminera cette séquence par la présentation du kit l'ODD 17 en pratique, qui est issu de la mission ministérielle. Donc un beau programme pour les quelques minutes qui suivent. Merci beaucoup, Élodie. Alors, nous y avions cru jusqu'à la dernière minute, car nous connaissons l'attachement du ministre à la mission qu'il nous a confiée. Son cabinet a fait tout son possible pour qu'il puisse partager ce moment avec nous. Mais malheureusement, ces nouvelles fonctions l'obligent à d'autres priorités ce matin. Alors, Madame la députée, chère Cathy, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à l'occasion de cette 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire. Nous avons eu l'occasion de pouvoir ensemble copiloter la mission ministérielle, accélérer les alliances stratégiques entre associations, entreprises, collectivités. Les résultats ont été remis au secrétaire d'État, Gabriel Attal, le 7 mai dernier. Quel est l'état des lieux de ces partenariats aujourd'hui sur les territoires? Bonjour Charles Denoy, merci pour cette introduction. Alors, moi, j'ai été très agréablement surprise pendant cette mission à tes côtés, qui a duré plusieurs mois, de découvrir à quel point ce qu'on a appelé le collectif impact dans nos conclusions est déjà extrêmement présent sur nos territoires en France. On voit comment est-ce que, pour répondre à un besoin sur un territoire précis, les gens ont déjà le réflexe de s'associer, de se mettre en alliance pour trouver des solutions concrètes en réponse à ces besoins. Et on a pu observer aussi pendant la crise du Covid, au cours de laquelle finalement notre mission s'est achevée, à quel point toute situation de crise aussi a tendance à générer ce réflexe alliance et comment en situation d'urgence les gens ont besoin de travailler ensemble. Et donc c'était plutôt une bonne surprise. Alors, si c'est déjà à l'œuvre sur les territoires, finalement, comment on peut accélérer encore le mouvement pour que finalement il réponde encore mieux aux défis actuels? Alors, je dirais qu'il y a 2 points. Le premier point, ce sont des freins à lever, parce que s'il y a effectivement déjà quelques initiatives, il y a encore beaucoup de freins pour intensifier la dynamique et intensifier aussi l'accompagnement. Donc, freins à lever, démarches d'accompagnement à intensifier. Les freins, je dirais, des freins culturels. Il y a encore trop de monde qui ne se connaissent pas et qui se craignent parfois. Donc, comment susciter la rencontre pour que les gens aient envie de faire ensemble? Des freins juridiques aussi. Dans certaines alliances, les acteurs de l'alliance peuvent être parfois pas suffisamment sécurisés pour travailler ensemble. Donc, il y a peut-être une réflexion à mener de ce côté-là. Et sur l'accompagnement, je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont une posture à faire évoluer, une posture de facilitateur notamment, pour créer cette mise en relation avec différentes mesures à mettre en œuvre et que nous avons recommandées à Gabriel Attal, et aussi un rôle de financeur de l'ingénierie et de l'animation, puisque ce qui nous a frappé, c'est à quel point ces alliances peuvent vivre dans la durée uniquement si elles sont animées avec une méthodologie bien structurée, et souvent il y a trop peu d'accompagnement et de financement pour cette dimension-là. Alors, finalement, le rapport a été remis le 7 mai dernier. C'est toute une démarche collective que nous avons voulu pour pouvoir mettre en œuvre cela. Plus d'une centaine d'organisations ont contribué. Quelles sont les prochaines étapes de cette mission et au-delà de cette mission ? Alors, on ne peut pas évidemment mener une mission sur la co-construction sans continuer à travailler en co-construction les étapes d'après. Donc, on continue cette démarche collective. Ces jours-ci, nous signons avec les contributeurs de la mission et avec quelques parlementaires qui sont sensibles à cette question et qui montrent à quel point la volonté politique est forte aujourd'hui d'intensifier ce phénomène d'alliance. Nous signons une tribune qui est une sorte d'appel justement à intensifier cette dynamique d'alliance sur
sur les territoires. Et puis en parallèle, nous travaillons à une proposition de loi, une écriture d'une proposition de loi qui devrait voir le jour à l'automne et qui donc travaillera à la fois un droit de l'alliance expérimental, donc ce que je disais tout à l'heure, comment sécuriser les acteurs de l'alliance, et aussi comment est-ce qu'on peut intensifier l'éducation à l'alliance, donc c'est-à-dire aussi éducation à la transition sociale, écologique, et comment éduquer à penser autrement pour faire autrement collectivement. Merci beaucoup, Madame la députée, pour votre engagement de ce ODD 17 en pratique sur les territoires. N'hésitez pas aussi à aller les uns et les autres consulter l'espace Alliance et Territoires sur le site du ministère association.gouv.fr, puisque vous y retrouverez là toutes les actualités et donc les prochaines étapes de cette action commune, et notamment, bien évidemment, la tribune publiée aujourd'hui. Merci Cathy, bonne fin de séminaire et de journée à toi, et bien évidemment, on continue ensemble. Tout à fait, à bientôt. Alors, comme l'a dit Cathy Racon-Bouzon, c'est une démarche de co-construction qui a été profondément riche d'enseignements, et finalement la diversité des engagements des acteurs ont permis de faire aboutir à un programme extrêmement concret qu'aucun n'aurait pu faire seul. Et le premier objectif aujourd'hui, c'est de faire reconnaître et de valoriser finalement cette diversité du collective impact à la française déjà existant, et c'est tout le sens de la tribune qui sera publiée aujourd'hui, qu'a souhaité impulser la députée. Qu'en effet, finalement, choisir la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire pour lancer cette impulsion était finalement, selon Cathy Racon-Bouzon et ses collègues parlementaires, finalement la bonne occasion de rendre hommage à la qualité de la co-construction déjà existante. Alors nous avons vu finalement le point de vue politique, écoutons maintenant le point de vue académique de l'économiste Philippe de Sertine. Philippe de Sertine a présidé durant 2 ans le comité prospectif du comité 21 qui a pu faire un rapport extrêmement précis finalement sur la grande transition que nous sommes en train de vivre. Écoutons-le. Bonjour Philippe de Sertine, vous êtes économiste et universitaire du comité de prospective du comité 21. Le comité de prospective vient de publier le rapport sur la grande transformation à laquelle notre société est confrontée, donc grande transformation écologique, mais également économique et sociale. Et l'objectif de ce rapport, c'est de proposer des pistes d'action pour enclencher cette grande transformation de nos modes de vie. Donc la première question qu'on aimerait vous poser, c'est quels sont finalement ces freins et les leviers aussi pour enclencher cette grande transformation? On va avoir à l'intérieur des freins et à l'intérieur des leviers, finalement peut-être les mêmes choses, c'est-à-dire que ce qui peut être un frein, en réalité peut devenir un levier. Si on va très très vite, on va dire que nous avons d'abord les gens, les vrais gens. C'est ça qui est en même temps parfois le frein, c'est-à-dire si l'habitude, le mode de fonctionnement ne correspond pas à une volonté de transformation, mais ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où les vrais gens dont nous sommes, mais on va dire veut changer, que là, d'un seul coup, la transformation s'enclenche. Peut-être un deuxième groupe important, c'est celui des décideurs. Des décideurs quels qu'ils soient. Et quand on dit décideurs, on est décideur lorsqu'on est syndicaliste, on est décideur lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, on est décideur lorsqu'on est politique. Il peut y avoir une impulsion, il peut y avoir aussi, et ça c'est quelque chose que l'on va retrouver assez souvent, que nous soulignons, le fait que le décideur, par définition, il a tendance à vouloir être conservateur, garder le modèle qui est celui qui l'a permis de devenir décideur. C'est peut-être quelque chose que l'on commence à voir un tout petit peu dans cette situation que nous connaissons d'après-Covid, où il y a eu beaucoup de changements et où on voit bien que parfois, ceux qui freinent le plus seraient ceux qui doivent prendre la décision, effectivement, de bouleverser les habitudes, de changer véritablement le mode de fonctionnement. Troisième élément, la question financière, la question des moyens. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental qui avait été beaucoup mis en avant, notamment par les pays. Par exemple, les pays en développement qui souhaitaient aller vers une grande transformation, mais disant nous n'avons pas les moyens. Quatrième élément,
qui est un élément qui est à la fois un élément, je dirais, de frein et à la fois un élément de moteur. C'est, on va dire, tout ce qui correspond à la problématique technique, qui peut être évidemment scientifique, dans lequel nous avons du frein, mais nous avons aussi beaucoup de moteurs. Et c'est d'abord évidemment ce que nous avons voulu souligner. Merci beaucoup. Alors, dans votre rapport, quelle est la place du territoire? Qu'est-ce qui est mis en valeur? Nous avons beaucoup insisté sur l'importance du territoire dans la grande transformation. L'un des aspects forts probablement qu'il faut retenir par rapport à cette transformation à laquelle le monde est appelé, c'est que nous avons un modèle issu de la société industrielle, issu des grandes révolutions industrielles, qui n'est pas le modèle de tout temps d'humanité, mais qui est un modèle, on va dire, qui a 150 ans, qui est celui des grandes métropoles et même des mégalopoles qui ont été jusqu'à maintenant les axes forts de croissance et qui parfois ont été encore présentés comme les axes forts de croissance futurs. Il nous a semblé très important de souligner que cet aspect-là doit changer, cet aspect-là doit être profondément modifié. Nous voyons aujourd'hui que les objectifs de développement durable doivent être d'abord infusés, si l'on peut dire, dans les territoires, dans les régions, dans les départements, dans les villes, grandes villes, moyennes villes, petites villes, dans les territoires ruraux. C'est le grand enjeu de la transformation. Et évidemment, lorsque nous avons vécu le confinement et que nous avons vu un mode de fonctionnement différent, que nous avons vu que peut-être cette notion de concentration à l'intérieur de très, très grandes villes très très vite dans le changement, eh bien ça signifie évidemment que du point de vue territorial, il y a quelque chose d'absolument capital aujourd'hui à regarder. Lorsque nous sommes en train de parler d'une nouvelle loi de décentralisation, nous avons voulu à l'intérieur du rapport parler des 5D, les 2D supplémentaires que nous avons rajoutés. C'est donc une décentralisation avec du développement durable comme étant axe fort de développement des territoires d'aujourd'hui et de demain. Alors, quels sont les moteurs de cette grande transformation? Moteurs, et vraiment je vous conseille d'aller voir le rapport parce que énormément de moteurs ont été évoqués, ils sont multiples. Peut-être, j'en isolerai un. Des indicateurs d'impact. L'indicateur d'impact, en ce qui nous concerne, nous semble être quelque chose d'extrêmement important parce que, d'abord, évidemment, c'est quelque chose de très concret. En disant, nous allons privilégier des investissements, par exemple, qui vont améliorer la qualité de l'air, améliorer la qualité de l'eau, si on est sur quelque chose de proprement environnemental, mais aussi avec des éléments sociaux, mais aussi avec des éléments politiques. Donc, un indicateur d'impact concret. Ce qui est très important, c'est peut-être très rapidement, en réalité, les bases d'une reconstitution d'une nouvelle valeur. La problématique, lorsqu'on va être en train de parler de croissance, de nouvelle croissance, ça va être probablement de redéfinir les valeurs, qui sont les valeurs de demain, qui sont différentes des valeurs d'hier. L'indicateur d'impact, dans la mesure où il va être défini de manière objective, de manière scientifique, permet d'avoir une représentation nouvelle de la valeur et va conduire à une nouvelle représentation de la croissance économique, de la manière dont on représente, on va dire, les différents impacts des investissements qu'on réalise et probablement, par exemple, demain, sur un calcul nouveau du PIB, de la production réelle, mais d'une production réelle à partir de ces nouveaux indicateurs d'impact. Eh bien, merci Philippe de Sertine pour votre témoignage. Et on peut rappeler peut-être que le rapport est disponible sur le site du Comité 21. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Alors comme c'est précisé dans la vidéo, il ne faut surtout pas hésiter à aller consulter ce rapport qui est passionnant sur le site du Comité 21. Alors tout au long de cette journée, on va vous faire participer parce qu'on souhaite vous poser un certain nombre de questions. Et pour ça, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous ouvrez un nouvel onglet sur votre ordinateur, vous prenez votre tablette, vous sélectionnez l'adresse qui s'affiche en haut de votre écran. Donc il faut sélectionner app.wizambly.com et ensuite vous allez sur rejoindre votre Wiz et vous rentrez le mot de passe rencontre 2020 et comme ça tout va apparaître. Alors la première question que l'on souhaite vous poser, c'est quel mot évoque pour vous l'ODD 17, c'est-à-dire celui des partenariats multi-acteurs. Donc n'hésitez pas à prendre votre téléphone, aller sur wizambly.com et à répondre à cette question. Quel mot évoque pour vous l'ODD 17, celui des partenariats multi-acteurs? Donc pendant que vous répondez à cette question, je me retourne vers Charles Benoît qui va lancer la table ronde qui suit.
Merci beaucoup, Élodie, et nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur la question de la sémantique, très importante en termes de co-construction. Mais avant ça, comme vient de l'exprimer Philippe de Sertine, à enjeu systémique, réponse systémique. Les Nations Unies, en 2015, ont défini un cadre commun d'objectifs d'ici 2030 à atteindre, que sont les objectifs de développement durable. Et il n'a échappé à personne que le 17e ODD, le 17e objectif, est celui des moyens, faire alliance, être capable de co-construire finalement des réponses que personne ne peut faire seul. Alors, finalement, quelle est, en France, la réalité concrète de cette capacité à mettre en œuvre les objectifs de développement durable sur les territoires? Eh bien, pour débattre de ce sujet, nous avons autour de la table virtuelle Charlotte Debray, qui est déléguée générale de la Fonda, Axel Davzac, qui est la directrice générale de la Fondation de France, Cécile Dublanche, la directrice de Ville au Carré, et Anne-Marie Armster, déléguée nationale en charge de la RSE et de l'innovation sociale et des solidarités à la MGEN, et qui représente aujourd'hui le groupe Vive, leader français de la santé et deuxième acteur européen de la santé. Mais avant de les écouter, peut-être faut-il écouter finalement les citoyens et les dirigeants de TPE-PME sur leur propre vision sur l'utilité de faire alliance, finalement, de jouer collectif pour sortir de la crise sanitaire. 80% des Français et 84% des dirigeants de PME et TPE considèrent qu'il est indispensable, qu'il est vraiment nécessaire de pouvoir faire alliance pour pouvoir finalement sortir de cette dynamique avec plus rapidement, avec une meilleure résilience. Et finalement, cette alliance, elle doit comprendre à la fois les associations d'intérêt général, les collectivités territoriales et les entreprises. Et c'est bien ce triumvirat finalement qui peut répondre à cette dynamique-là, et donc nous avons collectivement un devoir d'alliance. Mais ce qui est apparu de façon extrêmement précise dans la mission ministérielle que nous avons pilotée avec Cathy Racon-Bouzon, c'est qu'on ne peut pas simplement être dans une injonction d'alliance. Ce n'est pas seulement un devoir d'alliance. On ne peut pas non plus être seulement d'alliance. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut aussi être dans une envie d'alliance. La façon dont finalement chacun a envie de se projeter dans cette dynamique collective, parce que finalement faire alliance n'est pas si simple que ça. Et donc je me tourne vers vous, Charlotte Debray, puisque en tant que déléguée générale de la Fonda, qui est le laboratoire d'idées du monde associatif, lieu de la co-construction des personnes par excellence, finalement comment donner envie aux acteurs d'agir? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien avant que Très bien. je développe? Je suis ravie d'être ici. Merci pour votre invitation. C'est vrai que la Fonda comme le Rameau, ça fait un petit moment, je dirais même plus de 10 ans maintenant on promeut le décloisonnement et on essaye de structurer avec de la méthode les alliances entre acteurs, le décloisonnement entre le monde de la société civile, les entreprises, et dans le triumvirat que tu évoquais, Charles Benoît, je rajouterais aussi le monde de la recherche, parce que pour nous, la connaissance, c'est le point de départ et un des moteurs pour donner envie d'agir en faveur des ODD. Tu as rappelé 2 chiffres. Je voudrais rappeler aussi le baromètre 4D Sofres de l'année dernière qui montrait que seulement 6% des citoyens voient précisément ce que sont les ODD. Côté association, alors investie dans le champ international, elle voit les objectifs de développement durable et l'agenda 2030 comme un machin onusien difficilement actionnable. Or, sans le savoir la plupart du temps, les associations, les 22 millions de bénévoles qui les animent, les près de 2 millions de salariés qui les animent également, contribuent d'une manière ou d'une autre à l'atteinte des objectifs de développement durable, puisque c'est une matrice très générale, très systémique. Et pour nous, donner envie d'agir aux citoyens, ça commence par structurer avec beaucoup de rigueur leur contribution à l'atteinte de ses propres objectifs de développement durable. 3 étapes qui me semblent incontournables et qui ont été expérimentées à la
Fonda dans le cadre de ces différents travaux, et notamment le programme Faire Ensemble 2030, qui est la suite de Faire Ensemble 2020. La première étape, donc, c'est de faire connaissance. Faire connaissance aux deux sens du terme. D'abord, partager des connaissances solides, comprendre les transformations profondes qui travaillent notre société et explorer les évolutions possibles de ces transformations. C'est une approche un peu prospective des choses. Partager la connaissance, mobiliser des expertises d'horizons très différents nous paraît vraiment important. Prendre conscience aux acteurs, aux citoyens et aux associations qu'ils animent que leur action se situe dans un agenda universel, fût-elle locale, fût-elle territoriale. Et ça, c'est vraiment très important, ce passage par le partage, la mise en commun de connaissances. D'ailleurs, c'est la base du geste associatif, c'est mettre en commun des moyens et des connaissances pour un but autre que s'enrichir, en tout cas pas sur le plan financier. C'est ça le principe de base du geste associatif. Deuxièmement, faire connaissance aussi au sens se connaître entre acteurs. Et très souvent, à l'échelle d'un territoire, on a des acteurs qui rament dans le même sens, entre guillemets, mais qui se méconnaissent, qui ne voient pas leur complémentarité, voire qui sont dans des logiques de rivalité pour le leadership médiatique, pour la ressource bénévole, pour la ressource financière, et qui parfois sont enfermés dans ces logiques de compétition à l'échelle des territoires par la forme le recours au concours, à l'appel d'offres. Voilà. Il y a une forme quand même il y a une façon d'animer les partenariats sur les territoires qui, pour le moment, n'est pas vraiment dans une logique coopérative. Il faut quand même le reconnaître, même si ça progresse. Donc, sensibiliser, il y a plein d'outils. Il y a ceux que le Rameau a développés. Nous avons évidemment mobiliser beaucoup d'expertise, beaucoup de connaissances et des repères, voilà, des outils. On a des publications qui présentent les objectifs de développement durable et permettent aux citoyens de se situer. Puis on qui permet aux acteurs de comprendre les ODD et leur approche systémique et surtout de susciter le réflexe coopératif. Puisque, quels sont les deux autres? Première étape, quels sont les deux autres Donc, faire connaissance, c'est la base. Ensuite, c'est faire cause commune, la deuxième étape, qui me paraît vraiment, vraiment important et qui est souvent chantée. C'est vraiment de s'assurer qu'on a une vision commune des enjeux, une vision politique des enjeux. Qu'est-ce qu'on veut vraiment obtenir, défendre ou améliorer? Et ça, très souvent, c'est une étape qui est un petit peu négligée et qui est pourtant indispensable. Donc, faire cause commune, c'est se dire quels enjeux on veut vraiment atteindre et du coup, comment ça se décline en objectifs partagés. Qu'est-ce qui compte? Et à partir de là seulement, tout l'attirail de l'ingénierie, du faire ensemble à proprement parler. Donc, troisième étape, le faire ensemble à proprement parler, avec ce qu'on a, nous, expérimenté et ce qu'on essaye d'expérimenter encore dans la suite du programme Faire Ensemble 2030, une mobilisation d'acteurs d'horizons très différents qui se dotent d'abord d'un dispositif de gouvernance, qui se disent collectivement quelles valeurs et quelles règles ils vont adopter pour travailler ensemble. Ça, c'est indispensable que chacun puisse situer sa place et puis son engagement, sa contribution à la gouvernance d'une approche pluriacteur. Qui dit objectif dit aussi de s'assurer qu'on va les atteindre et donc de se doter d'un dispositif de suivi et d'évaluation. Et comme le rappelait Monsieur Dessertine, la question de l'impact va être nécessaire, des indicateurs va être vraiment très structurante et à charge au monde de l'ESS de porter très haut des valeurs qui, pour le moment, ne sont pas dans les radars du PIB. Donc, gouvernance, dispositif d'évaluation. Ensuite, évidemment, un modèle socio-économique
Quand je dis socio-économique, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de bénévolat qui peut entrer en ligne de compte. Et donc, ce sont des personnes et des collectifs de travail à animer et aussi des ressources, évidemment, financières à mobiliser. Un schéma directeur de communication en interne comme en externe. Et enfin, une feuille de route partagée. À partir de là, on peut... on que tu as rappelé, que vous rappelez sans cesse au Rameau aussi, c'est cette fonction de catalyseur, d'agrégateur, enfin de colonne vertébrale. C'est pas nécessairement une personne et un métier bien spécifique, mais bien une fonction qui peut être partagée, qui peut être distribuée, mais qui est essentielle pour que ça fonctionne, pour que ça produise des effets à grande échelle. C'est cette capacité, toute cette ingénierie relationnelle qui permet aux acteurs de rester en confiance, de s'assurer que tout le monde reste engagé dans la durée et de s'assurer que personne ne tire la couverture à soi aussi, parce que c'est souvent, parfois, ce qu'on peut observer. Je suis désolée, j'ai été un peu longue, mais j'ai terminé. Non, mais c'est important. Et puis le citoyen est le premier dans cette dynamique. Et en plus, la transition est toute trouvée, puisque finalement, au-delà des citoyens, du pouvoir d'agir des personnes, la question est aussi comment on mobilise les organisations d'un territoire et comment est-ce que finalement elles peuvent être co-constructrices d'un projet de territoire. Et là, je me tourne. Charlotte parlait de catalyseur territorial, et donc comment mieux se tourner vers un catalyseur territorial que vers Ville-au-Carré, puisque quand Yves Dauge, il y a plus d'une décennie maintenant, a souhaité lancer Ville-au-Carré, c'est parce que premier délégué interministériel à la ville, il voulait pouvoir expérimenter lui-même finalement sur son territoire et j'allais dire être exemplaire dans ses propres dynamiques de cadre national qu'il donnait. Et donc Ville-au-Carré est né de cette volonté des acteurs politiques et académiques, puisque Charlotte rappelait l'importance de ce binôme politique académique, de lancer cette dynamique, cette capacité de faire une catalyse territoriale. Les mots n'existaient pas encore, mais finalement, quels sont, Cécile Dublanche, vous êtes la directrice de ça, vous avez vécu toute cette décennie finalement sur comment concrètement construire cette catalyse territoriale. Finalement, quelles sont aujourd'hui les conditions pour que les acteurs puissent travailler ensemble et comment est-ce qu'on peut faciliter cette rencontre entre des mondes différents, parce qu'il faut bien rappeler que collectivités, associations, entreprises, acteurs académiques, tout ça ce sont des mondes différents, comment on les fait travailler ensemble? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, vous m'entendez bien? Tout va bien? Très bien. Donc effectivement, nous avons la chance à Ville-au-Carré d'avoir été fondée sur l'intuition d'Yves Dauge et puis de Michel Lusseau, qui est géographe et chercheur, qui était président de l'Université de Tours, sur une envie d'alliance entre des élus, des professionnels, des chercheurs et les habitants. Donc en fait, le dialogue territorial et la coopération sont vraiment au cœur de notre ADN. Et nous travaillons à la fois sur la revitalisation des quartiers de la politique de la ville. D'ailleurs, Yves Dauge disait souvent que finalement la politique de la ville, c'est une politique des alliances. Donc on a été forgé par ces propos. Sur la revitalisation des quartiers, action cœur de ville et maintenant aussi les questions de ruralité. On se rend compte qu'effectivement, quelle que soit l'échelle des territoires, les méthodes sont les mêmes et il faut vraiment travailler cette question des partenariats vertueux sur les territoires. Alors, nous avons développé et croisons trois spécialités. L'ingénierie des partenariats et des réseaux, et donc c'est par ces réseaux-là que nous pouvons travailler à la fois pour faire connaissance, pour faire cause commune et pour faire ensemble, comme m'a expliqué la Fonda. L'approche systémique, qui est vraiment aussi au cœur de notre travail, c'est de croiser les thématiques des volets sociaux, économiques, environnementaux et urbains. Donc, on est finalement de très bons généralistes sur à peu près tous les sujets, en tout cas un bon nombre de sujets qui on retrouve dans les objectifs de développement durable. Et puis les dynamiques citoyennes, parce que la grande question, c'est vraiment ce dialogue citoyen qui doit être mis à niveau aussi par rapport à la question du dialogue avec des élus, avec des chercheurs. Mais du coup, comment on peut s'y prendre? En fait, il faut du temps. Je crois qu'on a la chance d'être très ancré dans notre territoire
à différentes échelles et donc on connaît vraiment bien les différents systèmes d'acteurs. Vous savez qu'on parle beaucoup des silos, quels que soient les différents domaines, il y a différents mondes d'acteurs et donc nous arrivons à traverser ces différents mondes et à les faire se rencontrer. Cela demande aussi de la confiance que nous acquérons aussi parce que nous apportons de la connaissance. Nous partons de la connaissance des actions qui se passent sur le terrain et nous les valorisons. Donc nous donnons confiance aussi aux acteurs et puis nous arrivons à les aider à mieux travailler ensemble parce qu'ils nous reconnaissent maintenant. Ça fait 12 ans que nous travaillons dans ce domaine et donc il y a une confiance, voilà, tout simplement pour pouvoir mieux avancer. On dit parfois que nous exerçons une mission de coaching territorial parce qu'il y a besoin de prendre soin des acteurs, qu'ils soient élus, professionnels, bénévoles. Et la différence, c'est qu'on ne va pas faire du coaching individuel, mais c'est plutôt de les aider à mieux travailler ensemble pour que les territoires fragiles puissent trouver des actions de coopération qui soient utiles pour leur développement. Merci. Et alors, dans ce cadre-là, comment les ODD peuvent être un cadre partagé utile à cette dynamique ? Alors, j'en profite pour vous remercier, Charles Benoît, parce que c'est vous qui nous avez fait découvrir les ODD, et en particulier l'ODD 17, où vous nous avez aidé à relire notre projet associatif pour se rendre compte que finalement, nous étions un outil propice pour mettre en place l'agenda 2030, étant donné que nous sommes sur le croisement des acteurs, des territoires et des domaines. Donc, ça nous a permis finalement de repenser effectivement notre projet pour l'expliquer à la lumière des ODD et ça nous a donné une légitimité pour nous engager sur les questions de transition juste que nous allons maintenant activer plus particulièrement. J'ai été très heureuse de découvrir aussi le guide du comité 21 qui sera présenté tout à l'heure parce qu'il montre vraiment le chemin pour les collectivités. C'est un guide d'appropriation des collectivités. Donc il nous semble qu'aujourd'hui, tout est dans nos mains. Et puis du coup, il n'y a plus qu'à trouver beaucoup de volonté, peut-être un peu d'audace pour effectivement aller plus loin dans ces questions-là. Mais effectivement, les choses sont prêtes et nous sommes heureux aujourd'hui de se rendre compte que nous sommes prêts à prendre notre part dans cet agenda 2030. Merci beaucoup. Alors, vous avez cité 3 mots importants, hein, le temps, la confiance et la pédagogie. Et là, je ne peux que me tourner vers Axel Dafzak parce que finalement, ce sont les 3 mots qui caractérisent une fondation et particulièrement la Fondation de France qui, depuis 50 ans, finalement agit sans doute pour que ces 3 sur les territoires, peut-être plus discret, mais tout aussi efficace. Alors, quel est ce rôle de médiateur local, de mise en lien local que peut faire une fondation, et particulièrement la Fondation de France, pour faciliter finalement les rencontres, puisque ce que disait Charlotte en introduction, la première condition, c'est de se rencontrer, de se connaître, et finalement, est-ce que les fondations, dans ce rôle de médiateur, n'ont pas un rôle spécifique à jouer ? Il faudrait mettre votre micro en revanche. Axel, on ne vous entend pas. C'est mieux là, vous m'entendez ? Oui, parce que la Fondation de France est très discrète, mais quand même, c'est mieux quand on l'entend. De m'accueillir ce matin. Et vous avez raison, Charles Benoît, la Fondation de France, on la connaît de nom, mais souvent on ne sait pas ce qu'elle fait de manière très concrète et c'est pour ça que je suis ravie d'avoir l'occasion ce matin de pouvoir raconter ce travail très concret dans les territoires. La manière de définir la Fondation de France, finalement, souvent nous disons que nous sommes le premier réseau de philanthropie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour de la Fondation de France, il y a de fondateurs, de porteurs de projets, d'acteurs de terrain, de citoyens aussi. Et donc, notre valeur ajoutée, nous, à la Fondation de France, c'est d'arriver à créer ce réseau pour porter ensemble des projets au service de l'intérêt général. Historiquement, la Fondation de France, elle est connue aussi pour son caractère national, mais ce qu'on sait moins, c'est que la Fondation de France, elle est présente dans les régions, dans les territoires, avec des équipes salariées et bénévoles dans toute la France.
Et on a créé, c'était en 2011, il y a eu cette intuition des équipes à l'époque de se dire finalement la conception de ces programmes au niveau national n'est plus opérante. Et donc, nous avons travaillé avec les territoires et nous avons créé un programme qui s'appelle Dynamique territoriale, avec l'idée de renverser complètement les modes de faire, c'est-à-dire qu'au lieu de définir la réponse théorique à un enjeu thématique, quel qu'il soit sur le terrain, de l'emploi, de l'accompagnement des jeunes, de la prise en charge des personnes âgées, tout ce que vous voulez, de penser des critères et des programmes à un niveau national, de se dire mais non, la composante territoriale, elle est fondamentale dans le contenu des réponses à apporter. Donc nous allons renverser complètement l'approche et au lieu de faire des démarches descendantes de cette manière-là, on va faire une remarche ascendante, c'est-à-dire que nous allons commencer par aller dans les territoires en tenant compte de la géographie, des caractéristiques socio-économiques de la population, bien évidemment aussi des enjeux de territoire, de géographie, de capacité, de présence de réseaux publics, pour aller interroger les habitants sur leurs difficultés, leurs enjeux prioritaires et réfléchir et construire avec eux en s'appuyant à la fois sur le tissu associatif en concertation avec typiquement dans le bassin minier du Nord, qui est un territoire qui malheureusement sur un petit territoire mine-d'idées que nous avons délimité, ce n'a pas été de leur donner des formations. La réponse n'a pas été de faire je ne sais pas quoi. Ils ont dit mais nous on a déjà un premier problème, c'est qu'en fait on ne peut pas se déplacer. Donc très bêtement on ne peut pas se rendre à des entretiens d'embauche. Et en parallèle, compte tenu aussi du taux de chômage et de la nécessité du diagnostic qu'on avait fait aussi de ce besoin de lien social, nous avons créé un garage solidaire. Et très concrètement, ça crée 9 emplois sur le territoire. Ça crée devenu un lieu de rencontre et d'échange. Certains jeunes se forment et surtout certains jeunes maintenant, en faisant réparer des moyens de transport, peuvent sortir de leur zone. Voilà. Donc c'est tout ça pour vous dire que la composante de territoire, elle est essentielle et qu'on ne peut pas, nous, notre conviction, c'est que la réponse, entre guillemets, ne peut pas venir du haut parce qu'elle ne prend pas en compte la totalité des enjeux d'un territoire et d'une population donnée. Le point dans lequel nous sommes, donc ça c'est très très vite, je vous promets, je vais être très synthétique. Ce que je voudrais juste dire, c'est que dans les mois que nous venons de vivre dans le cadre du confinement en raison de la crise du coronavirus, la Fondation de France, elle a pu être en capacité de répondre dans le cadre de son partenariat avec l'Institut Pasteur et la PHP, parce que nous avons réussi à faire jouer ces réseaux. Nous avons mis en place des traiteurs solidaires qui ont réouvert, qui ont fabriqué des repas. Et en face, nous avions, nous, toutes les associations que nous connaissions qui avaient besoin de pouvoir apporter de la nourriture à des personnes qui n'avaient pas de quoi se nourrir pendant cette période de confinement. C'est là où le réseau joue, c'est là où le territoire joue. Donc nous, la décision que nous avons prise ces dernières semaines, c'est d'accélérer le programme Dynamique territoriale et l'action dans les territoires. Pourquoi ? Parce que plus le temps passe, plus on s'aperçoit que la composante spécifique du territoire permet de structurer de manière extrêmement forte la qualité de la réponse que nous apportons. Et en fait, nous considérons qu'il y a 3 sujets. Le premier, c'est que les besoins ne sont pas les mêmes. Je vous l'ai expliqué, je n'y reviens pas. Il faut bien comprendre les besoins dans le contexte du territoire. La deuxième chose, c'est que nous avons cette capacité, nous, Fondation de France, parce que nous sommes un réseau, d'arriver à penser, à construire des coalitions, nous appelons ça des coalitions qui vont être adaptées. C'est-à-dire que nous sommes un lieu neutre et donc nous pouvons rassembler dans une salle les bonnes volontés, les acteurs et les parties prenantes pour réfléchir ensemble à la solution. Et enfin, la troisième chose, c'est ce que nous appelons notre boîte à outils, c'est-à-dire que les besoins en fonction du contexte, du territoire, des acteurs en présence ne vont pas être les mêmes. Donc parfois, il faut accompagner les gens. Parfois, il y a besoin d'argent, très simplement. Parfois, il y a besoin de
temps de rassemblement, de travail de capitalisation. Donc, il faut être aussi en capacité d'apporter les bonnes réponses. Et nous sommes convaincus que la multiplication de ce type de démarche permet, au-delà de toutes les réponses qu'on apporte, nous considérons que c'est ça qui fait le lien social aussi dans notre pays et c'est très essentiel pour l'avenir. Merci infiniment pour ce témoignage parce qu'en fait vous nous donnez la méthode de l'ODD 17 en pratique sur les territoires et ce qui est passionnant dans ce que vous décrivez, c'est la nécessité et la capacité d'articuler le national et le territoire finalement de façon horizontale et non plus verticale comme jusqu'à maintenant. Et finalement on voit bien là la place que les fondations tiers de confiance peuvent jouer. Vous avez donné un exemple au nord, je voudrais en donner un autre parce que pour moi il est particulièrement symbolique et qui va faire la transition avec le rôle de l'entreprise, c'est ce que la Fondation RATP avec le musée du Louvre-Lens et la mission locale de Denain ont fait auprès de jeunes, sur l'éducation des jeunes par la culture. On voit bien là finalement la capacité de rassembler autour d'une même table des acteurs extrêmement différents et ça c'est le talent d'une fondation. Donc on a vu finalement à travers Charlotte Baubray le pouvoir d'agir des acteurs, on a vu à travers le témoignage de Ville au Carré, de Cécile Dublanche, le rôle d'animateur très concret de territoire. On a vu ce rôle fédérateur que peuvent jouer, de médiateur que peuvent jouer les fondations. Tournons-nous vers vous, Anne-Marie Hamster, pour voir le rôle de l'entreprise. Finalement, qu'est-ce que l'entreprise, et surtout une entreprise de la taille de la vôtre, puisque vous êtes, je le rappelais, leader français de la santé, vous êtes deuxième européen, donc on a l'impression qu'on est très loin des territoires, mais finalement, comment est-ce que cet ODD, comment cet objectif de développement durable, ce n'est pas seulement une question pour les associations, les citoyens, les fondations, mais aussi pour les entreprises, et finalement, vous, à titre personnel, comment vous l'avez mis en œuvre très concrètement au sein de votre groupe ? D'accord, bonjour à tout le monde. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer, de témoigner de ce que nous faisons. J'ai envie de dire d'abord, nous ne sommes pas une entreprise comme les autres. Nous sommes une entreprise mutualiste. Un groupe, c'est une union de mutuelles qui est partie au départ avec 14 mutuelles. Alors, je vais en citer peut-être quelques-unes pour illustrer. Harmonie Mutuelle, la MGEN, la Mutuelle Nationale des Territoires. On a la Mutuelle Marais-Guerrière qui est dans le Lot. On a aussi la SMAC, l'assurance, et puis le groupe de logement social, récemment, Arcadeville, 10 millions de personnes protégées, et puis à peu près 70 000 entreprises qui sont clientes. Donc en fait, effectivement, on pourrait avoir ce sentiment d'être très, très éloigné. Alors, déjà, au travers de nos activités et aussi au travers de notre identité mutualiste, on est ancré dans les territoires. D'abord parce qu'on développe des réponses aux besoins des personnes, mais aussi des employeurs, qu'ils soient publics et privés, en matière de protection sociale, de santé, de soins, au travers d'établissements sanitaires, médico-sociaux, des services d'assistance, d'habitat, de logement social. Donc ça, déjà, c'est ancré dans la réalité concrète de tous nos... et elle répond également aux objectifs de développement durable. Je pourrais citer au travers de nos actions nos transferts de solidarité ou notre lien solidaire entre même les adhérents, la suppression de la pauvreté, la réduction des inégalités, la justice, les innovations sociales, les infrastructures. Voilà, déjà, à la base, nous répondons à l'ensemble de ces objectifs de développement durable. Notre action, elle se concrétise dans les territoires aussi parce que nous avons des élus. Les élus dans une mutuelle, en fait, ils sont vraiment... ils émanent de la société dans son ensemble. Nous avons des acteurs de collectivités territoriales, des entreprises, des associations, des écoles. On a parlé tout à l'heure de la recherche. On a des personnes qui sont engagées, d'ailleurs à titre bénévole ou professionnel, dans des lieux de culture, des établissements sanitaires. Voilà. Enfin, c'est très, 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 très vaste. Et en fait, eh bien, avec tous ces élus, nous avons décidé de faire du groupe un contributeur positif et surtout conscient aux objectifs de développement durable. Parce que peut-être qu'un des premiers points, c'est effectivement de se dire que des acteurs dans la proximité gagnent à se dire que ce qu'ils font déjà répond aux objectifs de développement durable. Et c'est en prenant conscience du fait que tous nous œuvrons au
au service de ces objectifs-là, et bien que nous pouvons aller plus loin et plus fortement ensemble et générer un réel impact. Voilà, donc les ODD, nous avons décidé d'adresser tous les ODD au travers de notre politique de développement durable au sein du groupe VIVE. C'est faire lien entre nous et puis c'est également faire lien avec tout l'environnement dans les territoires. Merci merci pour ce témoignage, à la fois de finalement la congruence avec vos activités et finalement votre modèle de gouvernance. Alors, vous avez lancé cette démarche il y a 2 ans, au moment où le groupe finalement a fusionné, où c'est devenu le groupe VIVE. C'est un cheminement, c'est une démarche apprenante, c'est comme ça que vous avez voulu le faire, d'ailleurs de co-construire cette démarche. Et finalement, après ces 18 mois de travail, de cheminement, quels sont peut-être les quelques enseignements que vous tirez de cette démarche ? Je crois que notre démarche, elle illustre tout à fait ce qui a été présenté tout à l'heure, notamment par la Fonda, enfin, sur la méthode dont vous parlez, faire connaissance déjà. L'idée, ça a été de nous dire, de réussir à identifier en quoi déjà nous contribuons aux objectifs de développement durable. Et puis ensuite, d'arriver à construire des axes de mobilisation communs, faire cause commune, comme ça a été dit précédemment. Donc nous avons identifié des axes de mobilisation. Et puis, surtout, je crois, les derniers mois nous ont permis d'identifier par quoi on va commencer. Parce que la question, effectivement, pour une structure de taille nationale et importante comme la nôtre, c'est de se dire concrètement qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence. Donc là, on a vraiment réussi ensemble, à l'issue d'une démarche d'interrogation des parties prenantes, à identifier 4 thèmes sur lesquels nous allons démarrer. Et c'était notamment également en lien ou en réponse à tous les enjeux du Covid-19 et des déterminants quelque part de cette situation que nous connaissons aujourd'hui, qui rejoint très fortement la question des déterminants de santé, qui est évidemment en plein cœur aussi de nos activités complémentaires santé. Voilà. Peut-être que ce que je peux dire, c'est que en termes d'enseignement, d'abord, quand on interroge la population française, on se rend compte qu'on est en phase avec ce qui ressort. Nous avons mené une grande enquête également auprès des Français autour de la gestion durable des ressources, autour des questions de sécurité, de santé au travail, d'égalité des sexes. Et puis il y a tout le triptyque santé, éducation, changement climatique, environnement aussi, qui ressort fortement. Et ce sont justement sur ces thèmes-là que nous allons beaucoup travailler. Alors, effectivement, jusque récemment, les mutuelles sont il faut peut-être les qualifier de communautés solidaires qui ont mis en œuvre des mécanismes de solidarité dans leur propre communauté. Depuis quelques années, je crois que nous avons beaucoup évolué parce que nous nous rendons compte, et le groupe VIVE favorise cela aussi, le fait de travailler ensemble avec des points de vue différents, avec des pratiques différentes, avec des publics différents, avec des représentations différentes, c'est incroyablement fécond. On s'en est rendu compte, je vais prendre un exemple très concret. Récemment, on travaillait sur les actions concrètes de notre politique de développement durable. On travaillait autour de la question de la gestion vertueuse de l'eau, enfin voilà, de la question de l'eau qui, a priori, n'est pas dans notre cœur de métier. Le fait d'être différent, d'avoir des pratiques professionnelles, et notamment en s'appuyant sur nos élus et tous nos salariés dans tout le territoire, nous fait trouver des solutions qui vont des éco-gestes à l'installation ou à des installations totalement repensées dans les territoires, dans nos établissements, par exemple. Alors c'est encore plus évident quand on parle, par exemple, du handicap. Voilà. Donc peut-être je pourrais Merci. Je vais finir. Oui. Dernier mot. D'accord. Non, voilà, c'est en recherchant des solutions pour améliorer la vie de chacun, ce que cherche à faire le groupe VIVE, eh bien, en fait, nous contribuons en même temps à la préservation de nos biens communs. Et nous trouvons des personnes, des acteurs qui sont convaincus, comme nous, de l'intérêt de mutualiser nos idées, nos énergies et nos solutions. Merci infiniment pour ce témoignage et
je pense que ce que vous avez dit sur la gestion de l'eau n'aura pas échappé à nos amis d'AgroParisTech qui interviendront un peu plus tard dans la journée, parce que c'est un des sujets sur lesquels, bien évidemment, ils sont particulièrement actifs. Et puis peut-être un mot aussi pour dire que vous êtes partageurs, puisque nous avons la chance d'avoir engagé à vos côtés une recherche-action sur cette question de comment l'entreprise se saisit des EDD depuis le lancement de votre démarche, et que nous aurons l'occasion ensemble de publier à l'occasion du prochain webinaire de la plateforme L'Innovation Territoriale en Action qui aura lieu le 16 juillet, un benchmark en ayant pris une dizaine d'entreprises pionnières. Est-ce qu'elles ont, chacune d'entre elles, appréhendé cette question? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut le prendre par la vision, on peut le prendre par la gestion, on peut le prendre par l'action. Peu importe la porte d'entrée, finalement, cette dynamique articule ces trois logiques. Alors, j'ai envie de me tourner vers vous, Élodie, pour savoir un petit peu quels sont finalement les mots qui ressortent de l'ensemble des participants, puisque, je vous rappelle, nous avons posé la question sur Wizambly et que normalement nous devrions avoir le résultat. Que pensez-vous des mots qui incarnent l'ODD 17, puisque, je le rappelle, cette question finalement est au cœur de nos débats, la sémantique, et quels sont les résultats? Est-ce qu'en technique, je vois que ça s'affole un peu en technique, donc c'est que tout ne doit pas être complètement prêt pour pouvoir vous présenter vos propres résultats, mais voici en direct quel mot évoque pour vous l'ODD 17. Eh bien, sans surprise, celui de la coopération, suivi de ensemble, co-construction, mais a été mis en avant par l'ensemble de nos interlocutrices la question de la confiance, bien évidemment, qui se traduit par des partenariats et puis des mots comme développement, comprendre, convergence, finalement, ressortent aussi dans cette dynamique. Je pense qu'on peut facilement évoquer le fait que cette capacité à faire ensemble a été démontrée finalement, que ce soit par le citoyen, que ce soit par les organisations du territoire, à travers l'animation de catalyseurs, le rôle des fondations et puis le rôle des entreprises qui peuvent se mobiliser au service de cette dynamique-là. Alors, Élodie, je crois que pour pouvoir aider les territoires à faire tout ça, eh bien, il y a des outils. Exactement. Effectivement, donc dans le cadre de la mission ministérielle, de nombreuses ressources ont été produites. L'état des lieux des partenariats dont parlait Cathy Racon-Bouzon tout à l'heure, le programme des 21 mesures évidemment qui est issu de la mission, et puis aussi le kit, l'ODD 17 en pratique, qui a pour objectif de démontrer que ce collectif impact à la française, il existe, de montrer aussi, de donner envie d'agir aux acteurs et puis de pouvoir outiller les organisations et les territoires pour justement être dans le jouet collectif. Alors on a eu la chance que Jenna Agoun, qui est manager chez Accenture, ait enregistré une petite vidéo qui a permis de montrer ce qu'on trouve dans ce kit, l'ODD 17 en pratique. Accenture ayant fait le management de projet de la mission, et elle vous expliquera que pour entrer dans ce kit, il y a 4 portes d'entrée. Soit vous voulez comprendre les enjeux, soit vous voulez comprendre la démarche, soit vous voulez voir quels sont les outils, la boîte à outils et les illustrations. Donc pour terminer, cette vidéo, elle est accessible sur la plateforme L'Innovation Territoriale en Action. Et de toute façon, toutes les ressources qui ont été produites dans le cadre de la mission sont disponibles sur le site du ministère, association.gouv.fr. Donc n'hésitez pas à les consulter et puis surtout d'aller voir la vidéo que Jenna Agoun a eu la gentillesse de réaliser pour vous. Et ça me permet de remercier la Fondation Accenture, puisqu'on dit souvent que toute la dynamique de co-construction commence par l'engagement des femmes et des hommes. C'est aussi le cas dans le cadre du mécénat de compétences. Et finalement, merci à cette fondation de nous avoir accompagnés, Cathy et moi-même, durant l'ensemble de cette démarche. Alors, je crois que cette séquence a pu nous démontrer que l'ODD est à la fois un objectif et à la fois une méthode, finalement, et que nous sommes tous concernés et que le besoin, c'est de pouvoir permettre à chacun d'être tous engagés, chacun à sa juste mesure, chacun à sa propre maturité, sans perdre de vue que ce sont la question des envies qui doivent primer, peut-être beaucoup plus que celle des injonctions ou celle simplement du pouvoir de le faire. Et donc, la question qu'on va avoir maintenant, c'est comment les élus peuvent se mobiliser pour co-construire, quelles sont les réponses finalement à ces besoins et ces
d'inspiration, d'envie de co-construction, eh bien rendez-vous à 10h, c'est-à-dire pas dans très longtemps, pour pouvoir poursuivre nos réflexions après une très courte pause, mais nous vous rassurons, ce ne sont pas des pauses de publicité puisque nous sommes en direct, mais sans publicité et grâce à nos partenaires. Bonne journée à tous.